L'Ukraine a mobilisé dimanche l'ensemble de ses réservistes et Washington menace d'isoler économiquement la Russie au lendemain d'un vote du Parlement russe, donnant donc au président Vladimir Poutine le feu vert pour envoyer des forces armées sur le territoire de l'ancienne République soviétique. Ça n'est pas une menace, c'est en fait une déclaration de guerre à mon pays, a déclaré en anglais le chef du nouveau gouvernement de Kiev, Arseniy Yatsenyuk, engageant un bras de fer avec l'Occident sans précédent depuis la guerre froide. Vladimir Poutine a obtenu samedi du Parlement l'autorisation d'employer la force pour protéger les ressortissants russes en Ukraine. Par ailleurs, les investisseurs ont réagi à la montée des tensions, à l'ouverture des marchés à Nazi en vendant leurs actions et en achetant des contrats à terme sur le pétrole et le blé. Le yen et le franc suisse ont été recherchés pour leur statut de valeur refuge. Nous sommes donc dans un scénario qui ressemble bien à une sorte de scénario de guerre. Pour en parler, pour comprendre au fond pourquoi aujourd'hui Poutine montre ses muscles avec nous, Marie Mandras, bonjour. Bonjour. Politologue, chercheur au CNRS et au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale, membre du comité de rédaction des revues Esprit et Pro Contra, c'est ça, une revue russe, oui, et professeur à Sciences Po. Vous enseignez la politique étrangère russe. On se souvient entre autres de Russie, l'envers du pouvoir, chez Odile Jacob déjà en 2008, et puis votre dernier ouvrage paru, Russian Politics, en 2012. Nous sommes avec Isabelle Facon. Bonjour Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe. La première question sera extrêmement simple. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre ou sommes-nous, les Ukrainiens, sont-ils au bord de la guerre, Marie Mandras? Alors Poutine, effectivement, fait une déclaration de guerre en disant qu'il ne la fait pas. Son calcul est au fond de pousser les autres à la faire, c'est-à-dire de pousser les Ukrainiens à se monter les uns contre les autres. À créer une guerre civile ? Déclencher une guerre civile ? À créer une guerre entre civile. Pro-russes, pro-occidentaux, voilà, comme on dit. Mais il n'y réussira pas, et comme il n'y réussira pas, je ne pense pas qu'il prendra le risque d'envoyer ses troupes dans d'autres provinces de l'Ukraine. Surtout si nous tenons bon. Mais Marie Mandras, vous nous faites Madame Soleil, là. Comment ça, il n'y réussira pas ? Oui, je pense qu'il n'y réussira pas. Pour quelle raison ? D'abord parce que, en réalité, Poutine est tout seul. Vous parlez du Parlement russe, mais ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Poutine, en d'autres termes, sont des personnages nommés qui siègent à un conseil de la fédération, qui ont voté à l'unanimité et qui sont donc complètement aux ordres du chef. Donc ils ne représentent absolument rien, ils n'ont pas de légitimité. Donc on a déjà un homme qui prétend avoir tous les pouvoirs et qui pourrait ainsi décider de faire la guerre dans un pays reconnu par la communauté internationale, pleinement souverain. Et ce qui a été extrêmement intéressant ces derniers jours, c'est enfin les grands pays, l'Union européenne, l'OTAN, le Conseil de sécurité de l'ONU, enfin au moins le porte-parole de l'ONU, ont clairement dit que la Russie viole le droit international. Donc maintenant, on est vraiment face à la réalité des faits, en dépit de la propagande russe, c'est que les autorités russes violent un certain nombre de textes internationaux et des grands principes de droit international. Oui, ça c'est la guerre, so what ? Violons les traités internationaux. Mais quel intérêt aurait Poutine à se lancer dans une guerre en Ukraine, au-delà de la Crimée, sur laquelle j'espère nous reviendrons, alors que tout le monde s'est monté contre cette initiative russe et dit bien que ce sont les Russes qui lancent les violences et pas les Ukrainiens. Enfin, dernière chose très importante, parce qu'on a beaucoup de propagande sur tous les médias, la plupart des Russes ou les personnes de langue russe qui vivent en Ukraine sont absolument pas pour être envahis par les Russes et être attachés à Moscou. Alors c'est ce de que nouveau, nous avons cru la Crimée est à comprendre part. Lors de notre bref passage à Kiev. Isabelle Facon, partagez-vous l'optimisme de nos guerres, no war de Marie Mandras, ou êtes-vous plus circonspecte ? Il y a tout de même, il faut l'évoquer, la question de la Crimée. Il y a des troupes, il y a des mouvements réels. J'ai mis la Crimée de côté, n'est-ce pas ? La Crimée est un cas. La Crimée sera peut-être le MacGuffin de Poutine, comme elle était chez Alain René. Certainement un cas à part, la Crimée, puisque de toute façon, la Russie avait déjà sur place des forces assez conséquentes, puisque les effectifs de la flotte de la mer Noire sont évalués à environ 25 000 hommes. Donc il faudrait voir s'il y a eu effectivement déploiement d'hommes supplémentaires. Ça, pour l'instant, il faut vraiment être très prudent parce qu'on n'a pas d'éléments très clairs là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a très clairement, à travers une attitude martiale, la volonté d'intimider le nouveau gouvernement ukrainien. L'initiative qu'a prise Poutine s'est inscrite, elle suit en fait ce qui est inscrit dans
la constitution russe, mais aussi dans la loi sur la défense, ce qui dramatise évidemment les choses. Cette loi sur la défense russe, elle a été amendée en 2009, donc un an après la guerre en Géorgie, pour prévoir les cas dans lesquels le président russe pourrait autoriser le déploiement de troupes à l'étranger. Et parmi les cas, évidemment, figure la protection des compatriotes à l'étranger et la protection des infrastructures militaires à l'étranger, ce qui peut concerner, dans les deux cas, l'Ukraine. Après, effectivement, pour une guerre, il faut être deux. Pour l'instant, même si l'Ukraine a mobilisé ses réservistes, je pense qu'elle a tout intérêt à rester calme et à ne pas donner un véritable adversaire sur le terrain à la Russie, mais on est clairement dans une démarche d'intimidation de la part de Moscou qui a de très sérieux intérêts à défendre sur ce dossier. Alors la question de la Crimée tout de même, il faut y arriver tout de suite parce qu'elle est au cœur de l'actualité. Qu'est-ce qui fait justement que cette question de la Crimée semble, elle avait été notamment étudiée par Pierre Aski il n'y a pas si longtemps sur Rue 89 disant c'est bien joli Maïdan, mais le vrai problème sera la Crimée, Marie Mandras. La Crimée est un statut très particulier et depuis toujours dans l'histoire de l'Empire russe et avant de l'Empire ottoman, puisqu'elle était rattachée à l'Empire ottoman avant Catherine II. Je pense qu'on ne va pas passer beaucoup de temps ce matin non, mais c'est bien de à faire discuter. C'est bien de faire ces rappels. Oui, bien sûr. C'est important. Je crois qu'il faut surtout dire, pour revenir à la question politique, droit international et sécurité, que la Crimée est une république autonome au sein de l'Ukraine, ce qui est un peu bizarre puisque l'État ukrainien est un État unitaire, mais c'est ce qui a permis au fond le maintien d'un statut qui convenait finalement plus ou moins à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait la Crimée est déjà gérée par un pouvoir qui dépend de Moscou. Déjà. À aucun moment, le nouveau gouvernement ukrainien n'a remis en question le bail qui a été accordé en 2010, c'est-à-dire le renouvellement du bail jusqu'en 2042 de la base navale de Sébastopol. Et les Russes ont également d'autres bases militaires en Crimée. On sait aussi maintenant que Yanukovych a obtenu ce bail pour pas mal d'argent à la clé, dont on sait que maintenant une bonne partie a été mise dans sa propre poche. Et j'imagine, en tout cas à l'époque, pour ne pas froisser le pouvoir russe. Donc, si vous voulez, la population russophone qui vit en Crimée, qui n'est pas la totalité. On a aussi cette minorité dont vous avez déjà parlé à l'antenne, je crois, les Tatars de Crimée, qui sont de confession musulmane et qui, eux, en fait, sont vraiment chez eux. Hein. C'est la terre d'origine. Mais qui sont très peu. Ils sont très peu. Vous savez, c'est toujours... ils sont 12 à 15%. Ils ont été victimes des déportations staliniennes. Ils comptent dans cette région qui est très multiethnique. Comme la partie voisine de Russie, ce sont des provinces multiethniques. Hein. Il ne faut pas croire que tout ça... La Russie ethnique, ça ne veut pas dire grand-chose au jour d'aujourd'hui. Donc, mon propos est de dire que tout se passait bien en Crimée. Il n'y avait absolument aucune raison de mettre de l'huile sur le feu et que, comme l'a très bien dit Isabelle Facon, c'était juste une façon de prendre une revanche contre le pouvoir. Je voudrais ajouter 2 points très importants suite à ce qu'a dit Isabelle. D'une part, qui sont ces gens qu'on dit russes ? Ceux dont on dit qu'ils sont citoyens russes, c'est que les autorités russes leur ont distribué des passeports alors qu'ils ont déjà des passeports ukrainiens, ce qui est une violation du droit international. Deuxièmement, donc la constitution russe, on lui fait dire tout ce qu'on veut, mais elle est bien au-dessus des dispositions internationales, puisqu'il y a le fameux mémorandum de Budapest, signé par les États-Unis, par l'Ukraine, par la Russie, et qui disait que en échange du dépôt des armes nucléaires basées en territoire ukrainien, de ce transfert sur le territoire de la Russie de Boris Yeltsin, eh bien la Russie s'engageait à respecter l'intégrité territoriale et l'unité de l'Ukraine. Donc d'où les mots et les réactions de Washington disant qu'effectivement Vladimir Poutine viole d'autant plus l'esprit que Poutine avait pris la peine il y a à peu près une semaine de bien dire à Barack Obama qu'il respecterait cette intégrité territoriale et le mémorandum de Budapest. Isabelle Facon, si on fait un zoom arrière, qu'on s'éloigne de la planète et qu'on regarde ce point de Crimée, qu'est-ce qui fait qu'il est géostratégiquement si important et diplomatiquement pour tout de même la Russie ? Alors, la flotte de la mer Noire, historiquement, même si on a bien dit qu'il ne fallait pas forcément
évidemment remonter trop loin dans non, mais l'histoire pour on peut tout le faire expliquer. ici en infrastructure. Mais c'est vrai que pour la Russie, c'est depuis le XVIIIe siècle extrêmement important puisque c'est l'accès aux mers chaudes. Et on a vu à quel point cet accès est important ces derniers temps avec le dossier syrien. On a vu la flotte de la mer Noire précisément être assez fréquemment représentée dans la Méditerranée à mesure que le président Poutine voulait montrer la présence de la Russie dans le contexte du dossier syrien. Il y a eu de la démonstration de force et en grande partie les forces présentes dans la Méditerranée dans cette perspective, c'est les bâtiments de la flotte de la mer Noire. Alors c'est vrai que la Russie a d'autres bases et notamment Novorossiysk, mais 70% pour l'instant de la flotte de la mer Noire russe, c'est la Crimée. Donc il y a cet élément extrêmement important. Il faut quand même noter que les trois précédents présidents d'Ukraine ont appelé à revenir justement sur le bail, sur le renouvellement de l'accord de 2010, de même que M. Klitschko, qui est un des principaux représentants de l'opposition qui a mené le mouvement Euromaïdan. Et donc je pense que la Russie a pu craindre que cet accord soit remis en question par des autorités nouvelles autorités ukrainiennes qui prennent un cours pro-européen. Mais ils ont été pourtant rassurés sur le fait que ça n'était pas le cas. Ça n'était pas l'intention nécessairement. Je ne pense pas que les Russes soient facilement rassurables sur ce sujet-là. Oui. C'est toute la question. L'idée, c'est pas de justifier la politique de Poutine. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelles peuvent être ses perceptions et éventuellement ses fantasmes. Et ça peut être très difficile de lui faire changer de position. Et je pense que Poutine est persuadé je pense que Poutine est persuadé qu'on veut revenir sur cet accord de 2010. Mais faut-il et peut-on parler sérieusement, entre guillemets, mais sans doute, de fantasmes, si l'on parle justement alors de Vladimir Poutine, sur la question d'un empire. Et est-ce que cette question-là, politique aujourd'hui, qui se pose avec l'Ukraine, elle rejoint tout de même l'idée d'un grand empire russo-oriental que voudrait maintenir Poutine, Marie Mandras? Alors ce n'est pas la lecture que je fais. Non mais je vous pose la question. Oui, non mais c'est comme on en entend beaucoup parler. Parce que, tout simplement, si on observe la politique de Poutine depuis 15 ans, il n'a pas fait une politique de reconquête territoriale. Il a plutôt fait une politique de nuisance pour s'assurer que les pays voisins, anciennement républiques de l'URSS, et qui sont aussi nos voisins, comme la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie, restent des républiques à souveraineté faible ou souveraineté limitée. Que ce soit des pays... Ça veut dire quoi, une souveraineté faible, souveraineté limitée? Écoutez, la Géorgie 2008, ça vous rappelle quelque chose? Oui, bien sûr. Mais quand on provoque, les Géorgiens, on pousse Saakashvili à la faute. Ouais. Et là, ils ont essayé de pousser Yanukovych à la faute. Ils l'ont poussé au crime, donc il est tombé. Et ils essayent de pousser le nouveau gouvernement ukrainien à la faute. Et heureusement, ils n'y réussissent pas, parce que ce sont des gens très bien qui ont assuré le mouvement de Maïdan pendant 3 mois et qui ont pris sans le une gouvernement. Vitrine cassée, si on peut dire. Ils sont absolument extraordinaires. Moi, j'y étais en décembre et j'ai dit c'est extraordinaire, cette capacité à gagner politiquement contre un petit dictateur corrompu avec une non-violence parfaite. Et là, toutes les provocations russes, vous vous rendez compte, ces milliers d'hommes surarmés que les Russes ont envoyés sans aucun insigne, ni matricule, ni rien, en disant on ne sait pas si c'est nous, qui ont pris des bâtiments officiels en Crimée, ont déposé un soi-disant Premier ministre criméen et ont le remplacé par un autre soi-disant Premier ministre criméen qui vient de Russie, qui a un passeport russe. Et ensuite, on a tous les médias du monde qui disent « Ah, mais le pouvoir criméen n'aime pas la Russie ». Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir criméen? Donc, on est là déjà dans un cas, si vous voulez, de perturbation de la vie interne de ces États. On a vu en Géorgie que ça a été jusqu'à la déclaration d'indépendance unilatérale de 2 provinces de Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui, de facto, vivent de la Russie. La Russie paye absolument tout. Donc la position, c'est ça que j'appelle la souveraineté faible ou la souveraineté limitée, et surtout que ces sociétés ne se démocratisent pas, ne se rapproche pas plus de l'Europe pour, au fond, tout simplement que le régime Poutine garde son rempart, sa protection
contre la démocratie. Isabelle Facon. Oui, alors c'est vrai que l'Ukraine constitue un cas à part, mais c'est vrai que d'une façon générale, longtemps, le terme que la Russie a employé pour désigner l'ancien espace soviétique, c'était l'étranger proche, ce qui en soi traduisait une différence de traitement par rapport à la politique étrangère russe. Il y avait cet étranger-là tout particulier, où la Russie, il faut le reconnaître, a des intérêts qui sont issus de l'URSS. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun intérêt russe en Ukraine. Et je pense qu'une des erreurs peut-être en termes de grand contexte qu'on pourrait souligner, c'est que parfois, dans certaines capitales européennes ou sous certaines administrations américaines, il a été considéré un peu tabou de reconnaître ces intérêts russes, et ça a pu conduire à des politiques qui n'ont rien arrangé dans l'effort que la Russie aurait pu ou dû faire pour essayer d'aborder les relations avec ces États sous un autre angle. Alors c'est vrai que l'Ukraine occupe une part différente, hein, évidemment, dans cette politique russe à cause de l'histoire, mais encore une fois, on n'y revient pas, c'est très connu. Et je pense que la Russie avait pour intention de faire entrer l'Ukraine dans son union douanière qui, pour l'instant, regroupe la Biélorussie, le Kazakhstan et depuis peu l'Arménie. Enfin, c'est un processus qui est en cours parce que l'Ukraine, c'est quand même économiquement et symboliquement un très gros morceau. Et c'est ça que remettait en question le mouvement Euromaïdan. Du moins, originellement, c'était le principal objectif des manifestants. La région industrielle de l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle la région pro-russe, hein, la région russophone. Oui, enfin, il faudra regarder après dans le détail, mais quand même, en gros, c'est vrai que économiquement, la région la plus tournée vers la Russie, c'est cette région-là. Donc, la Russie reste quand même le premier partenaire commercial de l'Ukraine. Ça doit être à peu près 30% de son commerce. Donc, il y a des intérêts réels. Et la Russie a considéré que le nouveau pouvoir ukrainien représente un danger et a considéré que les Européens, en ne réagissant pas, par exemple, sur la présence du parti Svoboda dans le nouveau gouvernement, en ne réagissant pas à certaines, justement au fait que les premières autorités par intérim aient décidé d'abroger la loi, même s'ils sont revenus dessus depuis, la loi sur le statut des langues minoritaires, etc. Vu de Moscou, et là encore on est probablement en grande partie dans la surinterprétation, vu de Moscou, ça signifie que l'Europe veut absolument couper le morceau ukrainien de la Russie. Et je pense que tout ce qu'on a vu ce week-end vise à montrer que de toute façon, les destins de l'Ukraine et de la Russie sont liés et qu'on ne pourra pas avoir une solution en Ukraine sans le rôle de la Russie. Ils ont des clichés qui veulent dire quelque chose, mais ne dit-on pas à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, le berceau de la Russie. Donc il faut bien que ça recoupe peut-être une certaine réalité. Une dernière petite question. Lors de l'émission que nous faisions à Kiev mercredi, certains nous ont dit, écoutez, arrêtez de vous exciter avec cette idée qu'il y aurait une guerre civile. Ça fait quand même bien longtemps que russophones et ukrainiens pro-occidentaux, on va le dire comme ça pour aller vite, cohabitent après tout et font ménage ensemble. Pourquoi se battraient-ils aujourd'hui? Vous partagez cet optimisme, Marie-Mandra? C'est pas de l'optimisme. Fact, oui, c'est la réalité. Ce sont les réalités sociales, culturelles, politiques de ce pays. Il n'y a pas une moitié de l'Ukraine qui serait totalement ukrainienne, qui parlerait plus russe et qui regarderait que vers Bruxelles, et puis une autre moitié qui serait totalement russe, totalement russophone et qui rêverait d'être gérée par Moscou. Donc je crois qu'il faut... Alors, bien entendu, ça c'est la propagande russe, mais nous avons tous les éléments pour la contrer, mais surtout, il faut absolument dénoncer les violations du droit international par le président russe. Nous revenons sur toutes ces questions avec vous en deuxième partie. Marie-Mandra, Isabelle Facon, deuxième partie qui sera introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, la question que j'aimerais poser, c'est Poutine, en renversant la table, on vient de voir, et en reproduisant des comportements de guerre froide, ne risque-t-il pas d'inquiéter ses voisins européens, nous par exemple, et de desservir ainsi les intérêts à long terme de la Russie? Voilà, réponse. Tout de suite, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. En Europe, où on préfère la paix, on ne cesse de répéter que la guerre froide est terminée depuis la fin de l'Union soviétique. Mais voilà, pour faire la paix, il nécessite également des deux côtés, alors que ce n'est pas le cas de la guerre, une seule partie la désirant suffit. Vladimir Poutine n'a jamais caché le fond de sa pensée. Pour cet ancien colonel du KGB, l'éclatement de l'Union soviétique en nation souveraine a été, je cite, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il y a chez Poutine un désir de revanche sur l'histoire des années 1980, le nationalisme pan-russe ayant remplacé la mythologie communiste bolchevique, mais l'appétit de domination, la vocation impériale n'ont certes pas disparu. Le président inamovible de la Fédération de Russie considère ainsi l'Ukraine comme un satellite. C'est pourquoi il ne tolère pas que ce pays théoriquement souverain
entretiennent des relations privilégiées avec notre Union européenne. Ces négociations, entamées dès l'indépendance, ont été rompues sur pression russe par le président déchu Yanukovych il y a quelques semaines. C'était l'origine de la révolution de la place Maïdan. Alors, les partisans de la Russie sont très bruyants sur les réseaux sociaux. Ils se recrutent paradoxalement chez les souverainistes de droite. On peut trouver paradoxal que des gens qui ne cessent de dénoncer les abandons de souveraineté des États européens au profit de Bruxelles se réjouissent de voir violer l'intégrité territoriale d'une nation souveraine, mais passons. Ils vont répétant « La Russie considère l'Ukraine comme le berceau de sa propre histoire, elle ne saurait donc abandonner cette petite sœur ». On se souvient que le même argumentaire a déjà servi dans un passé récent. Le Kosovo aussi était le berceau du peuple serbe. Quant à la Bosnie-Herzégovine, la guerre effroyable qui a mené Milošević dans la première moitié des années 90 a été présentée comme une défense des minorités serbes menacées. La même histoire nous est racontée par Vladimir Poutine en Ukraine. Les russophones seraient menacés par le pouvoir issu de la révolution. Mensonge. Quant à la Crimée, actuellement envahie par des troupes russes, c'est parce qu'elle a été conquise par Catherine II qu'elle a fait l'objet d'une guerre en 1856, comme contre la France et l'Angleterre qui voulaient empêcher la Russie de profiter du déclin ottoman pour s'emparer des détroits des Dardanelles et du Bosphore, et qu'elle donne depuis à la Russie l'accès aux mers chaudes, qu'il faut la défendre à tout prix. Mais le nouveau pouvoir à Kiev n'a jamais remis en cause le traité signé en 2010 qui prolonge de 32 ans le précédent et concède à la flotte militaire russe la base navale de Sébastopol jusqu'en 2042. Par le traité de 1994, on ne s'en souvient guère, la Russie garantissait les frontières de l'Ukraine qui de son côté renonçait aux armes nucléaires entreposées en très grand nombre sur son territoire. Il faut se souvenir qu'alors, lorsque le référendum sur l'indépendance a été voté par 90% des électeurs ukrainiens en 1991, l'Ukraine avait hérité de l'ex-URSS 176 missiles intercontinentaux armés de 1240 têtes nucléaires et de 41 bombardiers stratégiques auxquels elle a renoncé après de longues hésitations. Ce traité a été co-signé par les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui se sont donc portés garantes de l'inviolabilité des frontières ukrainiennes. Or, l'Ukraine est l'objet d'une violation caractérisée de son intégrité territoriale depuis ce week-end. L'opération de Crimée, qui risque d'en annoncer d'autres dans l'est d'un État souverain, est l'exacte réplique de la guerre avec la Géorgie de l'été 2008. Celle-ci s'est traduite par l'annexion pure et simple de deux régions essentielles du pays, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. La punition de Moscou envers ceux qui cherchent à lui échapper est toujours la même, l'amputation territoriale. Mais il y a là une différence de taille. La Géorgie est une toute petite nation de moins de 5 millions d'habitants. L'Ukraine est plus grande que la France et on compte 46 millions. Certes, sur le plan militaire, la disproportion des forces est écrasante. La Russie a reconstitué une armée puissante et bien équipée de 850 000 hommes. C'est d'ailleurs la grande leçon que nous autres Européens devrons tirer de cette affaire. Nous avons eu bien tort de baisser la garde. Dans les années qui viennent, les crédits militaires de nos pays devront cesser de tendre vers l'infime et le ridicule. Les États-Unis, de leur côté, considèrent que les Européens qui ont mené le jeu depuis le début de la crise en Ukraine ont échoué. Et Obama va essayer de reprendre la main face à ce qui apparaît comme le plus grand défi international de sa présidence. Mais que pourra-t-il opposer à la cynique détermination de Vladimir Poutine ? Les pays baltes et la Pologne annoncent qu'ils se sentent déjà menacés et s'apprêtent à demander des garanties militaires sur leur sol aux Américains. Bien des voix au Congrès de Washington exigent déjà l'exclusion de la Russie du G8. En tapant trop fort et trop tôt sur la table, Poutine n'a-t-il pas desservi les intérêts à long terme de la Russie ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réactions, commentaires, désaccords, addendum. Marie Mandras, Isabelle Facon. Un accord total, mais peut-être juste prolongé. Oui, Barack Obama a été le premier à appeler un chat, juste à la veille du week-end, mais d'autres chefs d'État et de gouvernement ont suivi et ont dit à peu près la même chose. Et la chancelière allemande, Madame Merkel, hier soir, a quand même obtenu de Vladimir Poutine qu'il reconnaisse au fond un dialogue politique. Qu'il est en train de reculer déjà. Et je crois que ça, c'est très important. Donc, je dirais que non, les Américains ne pensent pas que les Européens ne font pas ce qu'ils ont à faire. Je crois qu'il y a un bon partage des tâches. Et on l'a bien vu aussi au moment de la réunion extraordinaire de l'OTAN. C'était samedi, si je ne me trompe pas. C'était samedi. Oui, enfin, cela dit, et vraiment, l'analyse était tout à fait consensuelle. Isabelle Facon, Marie Mandras, cela dit, Vladimir Poutine semble accorder plus de crédit à Mme Merkel qu'à Mme Ashton, c'est-à-dire plus à l'Allemagne qu'à l'Europe.
si je puis le dire comme ça, Isabelle Facon. D'ailleurs, ce qui peut être inquiétant dans la réaction internationale, son articulation, c'est que sur la question du G8, tout le monde, on voit déjà qu'il y a des petites différences de vues entre les pays. Et sur les réunions extraordinaires de l'OTAN, de l'Union européenne, etc., on a eu aussi ça au moment de la Géorgie, et si je me souviens bien, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, encore une fois, comparaison n'est pas raison, la Géorgie, c'est pas l'Ukraine, mais quand même, moi, je ressens dans les positions des Européens quand même beaucoup de prudence et une difficulté à réagir sur le mode du front commun. Il y a beaucoup de mots, certainement des menaces sur le plan politique, mais je pense que même l'histoire du G8, pour Poutine, par rapport à l'enjeu ukrainien, c'est finalement pas si grave. Et ça rejoint une tendance qui est beaucoup plus large, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle réalité dans les relations avec la Russie, je sais pas si c'est le retour à la guerre froide, moi cette comparaison est pas forcément la meilleure parce que c'est pas le même contexte idéologique, mais c'est vrai que on a une Russie qui, depuis quelques années, se montre de plus en plus imperméable aux relations, aux demandes des Occidentaux, aux préférences des Occidentaux, aux pressions aussi parfois des Occidentaux, et considère que l'Union européenne est de toute façon faible. Ça remonte à la guerre du Kosovo, entre autres, on pourrait dire. Le Kosovo a été une des premières grandes crises dans laquelle la Russie a considéré que de toute façon, on ne pouvait pas compter sur l'Occident pour prendre en considération certaines de ses préoccupations. Donc le Kosovo a été un tournant, mais je crois que après il y a eu l'affirmation en Russie de Poutine, qui a voulu réaffirmer la puissance russe sur la scène internationale, avec le mode de pouvoir particulier qui est le sien, et ça a donné ce cocktail. Mais je pense qu'on a vraiment une Russie de plus en plus imperméable aux préférences des Occidentaux, et ça peut aussi rejoindre, en cadre large, sa déception, là aussi on pourrait beaucoup en parler, sur sa place en Europe. La Russie, depuis plusieurs années, nous dit que un espace européen structuré par l'OTAN d'un côté, l'Union européenne de l'autre, donc deux institutions dont elle n'est pas membre et dont elle ne veut d'ailleurs pas être membre, eh bien ça lui pose des questions pour sa place en Europe, sa place dans le jeu de sécurité européen, etc. Et donc je pense que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup répondu à cette demande-là. En même temps, la façon dont la Russie a posé la question a pu être parfois assez brutale, avec notamment les propositions d'un nouveau traité de sécurité européenne qui était quand même assez audacieux, disons, qui était impossible à avaler. Mais au bout du compte, on a toujours cette question-là, et je pense que c'est une des parties du dossier ukrainien aujourd'hui, mais je ne pense pas que les choix récents de Moscou vont aider à faire avancer ce dossier. Thierry Pêche. Ce matin, c'est normal, on est dans la crise, on regarde les choses à très court terme. On se demande ce qui va se passer, et on juge l'action des uns et des autres. Vous avez envoyé un satisfecit tout à l'heure un peu aux Européens, en fait en réalité au triangle de Weimar, Paris, Berlin, Varsovie. On voit que l'Allemagne rentre dans ce jeu alors qu'elle a été très absente et il lui a été beaucoup reproché sa relation avec Moscou. Il est normal que l'Allemagne soit sollicitée, mobilisée par cette affaire aujourd'hui. Elle est dans une position clé. Bon, donc à court terme, on peut partager tout ce que vous avez dit. À long terme, passer la crise, quel est le scénario de sortie ? Ce ne sera pas le scénario euro-asiatique de Poutine, ça c'est évident. Ce ne sera pas non plus le scénario Union européenne, ça me paraît aussi assez évident. Qui va donner les 35 milliards qui manquent à l'État ukrainien ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le droit international, et je partage totalement ce qui a été dit, sans aucune réserve. Mais la question qui est derrière, c'est pas une question de droit international, c'est une question d'équilibre économique dans la région. Comment vous voyez les choses ? Donc là, vous ouvrez tout à fait... Marie Mandras. Vous ouvrez une autre page de la discussion, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, absolument. On imagine qu'il n'y a pas d'occupation militaire russe d'autres provinces ukrainiennes, et que le gouvernement ukrainien actuellement en place reste en place, et petit à petit puisse rétablir des relations avec des interlocuteurs à Moscou. Et j'aimerais dire que quand... on parle de la Russie est imperméable, la Russie... Il faudrait de plus en plus, malheureusement, dire Vladimir Poutine et son entourage. Vraiment. Parce que moi, je suis, jour après jour, les réseaux sociaux russes, les sondages russes, ce que disent mes amis, collègues russes, même des experts officieux du Kremlin. Je suis également les réactions dans les provinces voisines de Russie. Et je vois bien que
le discours et l'action va-t-en-guerre du président russe inquiète beaucoup de Russes et pas seulement des Ukrainiens. Donc déjà, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que une fois la crise passée, n'imaginez pas que 140 millions d'habitants de la Fédération de Russie seront contents de la crise qu'a entretenu Vladimir Poutine. Et il faut pas, cet homme n'est plus vraiment soutenu activement que par à peu près un tiers de sa population. Ça, on le voit très bien à chaque fois qu'on pose des questions. Donc, je pense que si on arrive à imaginer une situation apaisée, il est tout à fait possible, avec l'aide conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et pourquoi pas de l'aide d'un certain nombre de pays, dont la Russie, qui ne sera pas éternellement présidée par Vladimir Poutine, je ne vois pas pourquoi l'Ukraine ne trouverait pas sa place pleine et entière sur le continent, avec, bien entendu, je pense, un partenariat de plus en plus étroit avec les pays de l'Union européenne, mais aussi avec la Turquie et d'autres pays du voisinage. Stéphane Rosès. Oui, mais dans le prolongement de l'échange, suite à la question de Thierry Pech, je voudrais quand même vous poser une question de méthode par rapport à votre travail de géostratège ou d'attitude à avoir à l'égard de Vladimir Poutine. On croit comprendre qu'il est à la fois certes, peut-être à la fois paranoïaque et à la fois avec un sentiment de toute puissance face à une analyse d'un Occident décadent qui ne comprend pas les enjeux, qui ne comprend pas la question du terrorisme, de l'islamisme, qui est, je dirais, qui se repaît dans son confort. Par rapport à ça, quelle est la bonne attitude ? Est-ce que c'est, comme vous dites, on s'occupe de la crise et ensuite on verra la question de l'Europe, de l'Ukraine et de la Russie? Est-ce que ce ne serait pas le contraire? Est-ce que ce ne serait pas d'abord de dire quelle est la vision, oui, mais pour encadrer la paranoïa de Poutine. Je pense que vraiment, il y a urgence aujourd'hui. Enfin, pour Isabelle Facon et moi-même, qui faisons ça quotidiennement depuis des semaines, d'analyser ce qui se passe dans toutes les provinces d'Ukraine, ce qui se passe en Russie même, et les discours des autorités russes et surtout de Poutine et de ses proches. Non, Poutine n'est pas obsédé par le terrorisme et la décadence de l'Occident. C'est ce qu'il fait dire à ceux qui font sa propagande. Donc, si vous voulez, là, on entre vraiment dans une discussion. Je ne suis pas absolument certaine qu'on ait le temps, mais j'aimerais beaucoup, une autre fois, sur France Culture, pouvoir entrer dans le thème des mentalités russes d'aujourd'hui. 5 jours sur 7, pardon. Isabelle Facon. Oui, je voudrais juste relativiser l'idée que Poutine se sente puissant face à une Europe que, je pense, il juge quand même assez faible et assez velléitaire. Ça me paraît vrai. Mais sentiment de toute puissance, non. Je pense qu'il est tout à fait conscient des failles qui minent tout l'appareil de puissance de la Russie, que ce soit sur le plan économique et technologique, que ce soit sur le plan de la démographie, que ce soit même sur le plan de sa propre intégrité territoriale. C'est pour ça que ce qu'il fait là est assez étonnant et traduit, je pense, quand même un vrai sentiment qu'il faut frapper fort pour récupérer ce qui est encore récupérable sur le dossier ukrainien. Mais il surjoue, et je pense que c'est pour justement masquer les failles de la puissance russe. Et je pense que quand il joue la carte du militaire, comme il l'a fait pendant le week-end, ça va exactement dans ce sens. Et je pense que face à cela, il y a le discours de fermeté qui reste possible, et je pense qu'on l'a pas beaucoup employé, mais Madame Merkel, par exemple, je pense, n'hésite pas à le faire. Et on voit bien que Poutine, qui aime bien, qui ne parle qu'au fort, je crois que lui-même pourrait revendiquer cette phrase. On voit bien qu'elle a quand même son oreille, qu'elle arrive toujours à rétablir le contact, et que souvent, sur des propositions allemandes, la Russie peut revenir dans un jeu un peu différent. Donc, je pense que c'est un point important sur le jeu de la Russie, qui, à mon avis, surjoue beaucoup, enfin, de Vladimir Poutine, qui surjoue la puissance. Brice Couturier.
Oui, je voudrais revenir sur le fait que, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que Poutine n'a pas le choix? Pourquoi? Parce qu'il y avait un régime en Ukraine qui était un régime kleptocratique, qui était un régime corrompu, appuyé sur une bande d'oligarques, et qui n'était absolument pas démocratique. Or, la norme démocratique européenne est en train de s'imposer sur la base d'une révolution. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion, et est-ce que c'est pas une des principales raisons qui pousse Poutine aujourd'hui à vouloir occuper l'Est de l'Ukraine simplement pour faire barrage à cette contagion qui pourrait emporter son propre pouvoir? Sans aucun doute. Marie Mandras. Sans aucun doute. Ça, c'est vraiment une analyse que je fais depuis longtemps, et certainement depuis la première révolution ukrainienne qui a eu lieu il y a 9 ans, la révolution orange. C'est que ce qui motive Vladimir Poutine, c'est la crainte de la contagion démocratique et d'un auto-isolement de son régime, entouré de régimes évidemment démocratiques. Parce que la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fonctionner mieux, de manière plus ouverte, plus compétitive, plus respectée à l'extérieur. Il est clair que pour le régime de Poutine, qui est un régime autoritaire et également très corrompu, eh bien, avoir le petit Loukachenko en Biélorussie, le petit Yanukovych en Ukraine, c'était très commode. D'ailleurs, peut-être là aussi pour remettre parfois quelques pendules à l'heure, quelques-uns de nos intervenants à Kiev nous ont dit, écoutez, vous êtes gentils de penser que nous avons fait absolument notre révolution pour l'Europe. Pas vraiment, on l'a faite d'abord parce que nous considérons qu'il y avait, qu'il y avait à remettre en cause un pouvoir autoritaire et corrompu. L'Europe, c'était l'état de droit. Et que l'Europe était bien sûr symboliquement sur la question de l'état de droit, mais enfin c'était quand même d'abord pour l'Ukraine, évidemment. Isabelle Facon. Alors sur l'idée de la contagion, moi je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé à Kiev avec le départ de Yanukovych, c'est pour Poutine le cauchemar absolu, puisque c'est le départ d'un dirigeant sous la pression populaire. Et c'est pour ça que même s'il l'avait soutenu vraiment du bout des lèvres, Poutine avait adoubé d'une certaine façon l'accord du 21 février, parce que ça permettait de remettre les choses sur des rails plus normaux dans sa vision. Ça permettait de garder Yanukovych, même s'il comptait plus sur lui et s'il l'avait lâché, il me semble. Ça permettait de remettre les choses dans un cadre où la Russie pouvait garder la main dans une phase de transition. Donc là, on a plus du tout ça. Mais je pense que la contagion, il la craint plutôt pour d'autres pays de l'ex-Union soviétique, où il pourrait y avoir le même type de développement. Et surtout, s'il frappe aussi fort ces derniers temps, c'est qu'il veut montrer à certains de ses alliés de la région, notamment dans les républiques d'Asie centrale, qu'il est capable d'une réaction forte, et que, parce qu'il y a beaucoup de pays de la région qui ont des régimes autoritaires qui comptent aussi sur la main de la Russie en cas de trouble interne. Donc je pense qu'il a aussi quelque chose à démontrer par rapport à ses amis et alliés dans l'ensemble de l'ex-URSS. Vous voulez dire qu'il n'est plus, ou qu'il faudra qu'il prouve qu'il peut être un homme providentiel, Vladimir Poutine? Non, mais comme dans sa stratégie pour garder la main dans l'ensemble de l'ex-Union soviétique et pour promouvoir les intérêts de la Russie dans cet espace, une de ces cartes avec certaines des républiques dans lesquelles nous avons des régimes autoritaires, ça a été de se poser en défenseur, en protecteur de ces régimes. On le voit au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective. L'Ukraine a mobilisé dimanche l'ensemble de ses réservistes et Washington menace d'isoler économiquement la Russie au lendemain d'un vote du Parlement russe, donnant donc au président Vladimir Poutine le feu vert pour envoyer des forces armées sur le territoire de l'ancienne République soviétique. Ça n'est pas une menace, c'est en fait une déclaration de guerre à mon pays, a déclaré en anglais le chef du nouveau gouvernement de Kiev, Arseny Yatsenyuk, engageant un bras de fer avec l'Occident sans précédent depuis la guerre froide. Vladimir Poutine a obtenu samedi du Parlement l'autorisation d'employer la force pour protéger les ressortissants russes en Ukraine. Par ailleurs, les investisseurs ont réagi à la montée des tensions, à l'ouverture des marchés à Nazi en vendant leurs actions et en achetant des contrats à terme sur le pétrole et le blé. Le yen et le franc suisse ont été recherchés pour leur statut de valeur refuge. Nous sommes donc dans un scénario qui ressemble bien à une sorte de scénario de guerre. Pour en parler, pour comprendre au fond pourquoi aujourd'hui Poutine montre ses muscles, avec nous, Marie Mandras, bonjour. Bonjour. Politologue, chercheur au CNRS et au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale, membre du comité de rédaction des revues Esprit et Pro Contra, c'est ça, une revue russe, oui, et professeur à Sciences Po. Vous enseignez la politique étrangère russe. On se souvient entre autres de Russie, l'envers du pouvoir,
départ, chez Odile Jacob déjà en 2008, et puis votre dernier ouvrage paru, Russian Politics, en 2012. Nous sommes avec Isabelle Facon. Bonjour Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe. La première question sera extrêmement simple. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre ou sommes-nous, les Ukrainiens, sont-ils au bord de la guerre, Marie Mandras? Alors Poutine, effectivement, fait une déclaration de guerre en disant qu'il ne la fait pas. Son calcul est au fond de pousser les autres à la faire, c'est-à-dire de pousser les Ukrainiens à se monter les uns contre les autres. À créer une guerre civile? Déclencher une guerre civile? À créer une guerre entre civile. Pro-russes, pro-occidentaux, voilà, comme on dit. mais il n'y réussira pas, et comme il n'y réussira pas, je ne pense pas qu'il prendra le risque d'envoyer ses troupes dans d'autres provinces de l'Ukraine. Surtout si nous tenons bon. Mais Marie Mandras, vous nous faites Madame Soleil, là. Comment ça, il n'y réussira pas? Oui, je pense qu'il n'y réussira pas. Pour quelle raison? D'abord parce que, en réalité, Poutine est tout seul. Vous parlez du Parlement russe, mais ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Poutine, en d'autres termes, sont des personnages nommés qui siègent à un conseil de la fédération, qui ont voté à l'unanimité et qui sont donc complètement aux ordres du chef. Donc ils ne représentent absolument rien, ils n'ont pas de légitimité. Donc on a déjà un homme qui prétend avoir tous les pouvoirs et qui pourrait ainsi décider de faire la guerre dans un pays reconnu par la communauté internationale, pleinement souverain. Et ce qui a été extrêmement intéressant ces derniers jours, c'est enfin les grands pays, l'Union européenne, l'OTAN, le Conseil de sécurité de l'ONU, enfin au moins le porte-parole de l'ONU, ont clairement dit que la Russie viole le droit international. Donc maintenant, on est vraiment face à la réalité des faits, en dépit de la propagande russe, c'est que les autorités russes violent un certain nombre de textes internationaux et des grands principes de droit international. Oui, ça c'est la guerre, so what? Violons les traités internationaux. Mais quel intérêt aurait Poutine à se lancer dans une guerre en Ukraine, au-delà de la Crimée, sur laquelle j'espère nous reviendrons, alors que tout le monde s'est monté contre cette initiative russe et dit bien que ce sont les Russes qui lancent les violences et pas les Ukrainiens. Enfin, dernière chose très importante, parce qu'on a beaucoup de propagande sur tous les médias, la plupart des Russes ou les personnes de langue russe qui vivent en Ukraine sont absolument pas pour être envahis par les Russes et être attachés à Moscou. Alors c'est ce que nous avons cru comprendre lors de notre bref passage à Kiev. Isabelle Facon, partagez-vous l'optimisme de No Guerre, No War de Marie Mandras, ou êtes-vous plus circonspecte? Il y a tout de même, il faut l'évoquer, la question de la Crimée. Il y a des troupes, il y a des mouvements réels. J'ai mis la Crimée de côté, n'est-ce pas? La Crimée sera peut-être le MacGuffin de Poutine, comme elle était chez Alain René. Certainement un cas à part, la Crimée, puisque de toute façon, la Russie avait déjà sur place des forces assez conséquente, puisque les effectifs de la flotte de la mer Noire sont évalués à environ 25 000 hommes. Donc il faudrait voir s'il y a eu effectivement déploiement d'hommes supplémentaires. Ça, pour l'instant, il faut vraiment être très prudent parce qu'on n'a pas d'éléments très clairs là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a très clairement, à travers une attitude martiale, la volonté d'intimider le nouveau gouvernement ukrainien. L'initiative qu'a prise Poutine s'est inscrit, elle suit en fait ce qui est inscrit dans la constitution russe, mais aussi dans la loi sur la défense, ce qui dramatise évidemment les choses. Cette loi sur la défense russe, elle a été amendée en 2009, donc un an après la guerre en Géorgie, pour prévoir les cas dans lesquels le président russe pourrait autoriser le déploiement de troupes à l'étranger. Et parmi les cas, évidemment, figure la protection des compatriotes à l'étranger et la protection des infrastructures militaires à l'étranger, ce qui peut concerner, dans les deux cas, l'Ukraine. Après, effectivement, pour une guerre, il faut être deux. Pour l'instant, même si l'Ukraine a mobilisé ses réservistes, je pense qu'elle a tout intérêt à rester calme et à ne pas donner un véritable adversaire sur le terrain à la Russie. Mais on est clairement dans une démarche d'intimidation de la part de Moscou qui a de très sérieux intérêts à défendre sur ce dossier. Alors la question de la Crimée tout de même, il faut y arriver tout de suite parce que... Je crois qu'il y a un bon partage des tâches et on l'a bien vu aussi au moment de la réunion extraordinaire de l'OTAN.
C'était samedi, si je ne me trompe pas. C'était samedi. Oui, enfin, cela dit, et vraiment, l'analyse était tout à fait consensuelle. Isabelle Facon, Marie Mandras, cela dit, Vladimir Poutine semble accorder plus de crédit à Mme Merkel qu'à Mme Ashton, c'est-à-dire plus à l'Allemagne qu'à l'Europe. Si je puis le dire comme ça, Isabelle Facon. D'ailleurs, ce qui peut être inquiétant dans la réaction internationale, son articulation, c'est que sur la question du G8, tout le monde, on voit déjà qu'il y a des petites différences de vues entre les pays. Et sur les réunions extraordinaires de l'OTAN, de l'Union européenne, etc., on a eu aussi ça au moment de la Géorgie. Et si je me souviens bien, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, encore une fois, comparaison n'est pas raison. La Géorgie, c'est pas l'Ukraine. Mais quand même, moi, je ressens dans les positions des Européens quand même beaucoup de prudence. C'est une difficulté à réagir sur le mode du front commun. Il y a beaucoup de mots, certainement des menaces sur le plan politique, mais je pense que même l'histoire du G8, pour Poutine, par rapport à l'enjeu ukrainien, c'est finalement pas si grave. Et ça rejoint une tendance qui est beaucoup plus large, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle réalité dans les relations avec la Russie, je sais pas si c'est le retour à la guerre froide, moi cette comparaison est pas forcément la meilleure parce que c'est pas le même contexte idéologique, mais c'est vrai que on a une Russie qui, depuis quelques années, se montre de plus en plus imperméable aux relations, aux demandes des Occidentaux, aux préférences des Occidentaux, aux pressions aussi parfois des Occidentaux, et considère que l'Union européenne est de toute façon faible. Ça remonte à la guerre du Kosovo, entre autres, on pourrait dire. Le Kosovo a été une des premières grandes crises dans laquelle la Russie a considéré que de toute façon, on ne pouvait pas compter sur l'Occident pour prendre en considération certaines de ses préoccupations. Donc le Kosovo a été un tournant, mais je crois que après, il y a eu l'affirmation en Russie de Poutine, qui a voulu réaffirmer la puissance russe sur la scène internationale, avec le mode de pouvoir particulier qui est le sien, et ça a donné ce cocktail. Mais je pense qu'on a vraiment une Russie de plus en plus imperméable aux préférences des Occidentaux, et ça peut aussi rejoindre, en cadre large, sa déception. Là aussi, on pourrait beaucoup en parler sur sa place en Europe. La Russie, depuis plusieurs années, nous dit que un espace européen structuré par l'OTAN d'un côté, l'Union européenne de l'autre, donc deux institutions dont elle n'est pas membre et dont elle ne veut d'ailleurs pas être membre, eh bien ça lui pose des questions pour sa place en Europe, sa place dans le jeu de sécurité européen, etc. Et donc je pense que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup répondu à cette demande-là. En même temps, la façon dont la Russie a posé la question a pu être parfois assez brutale, avec notamment les propositions d'un nouveau traité de sécurité européenne qui était quand même assez audacieux, disons, qui était impossible à avaler. Mais au bout du compte, on a toujours cette question-là, et je pense que c'est une des parties du dossier ukrainien aujourd'hui, mais je ne pense pas que les choix récents de Moscou vont aider à faire avancer ce dossier. Thierry Pêche. Ce matin, c'est normal, on est dans la crise, on regarde les choses à très court terme. On se demande ce qui va se passer, et on juge l'action des uns et des autres. Vous avez envoyé un satisfecit tout à l'heure un peu aux Européens, en fait en réalité au triangle de Weimar, Paris, Berlin, Varsovie. On voit que l'Allemagne rentre dans ce jeu alors qu'elle a été très absente et il lui a été beaucoup reproché sa relation avec Moscou. Il est normal que l'Allemagne soit sollicitée, mobilisée par cette affaire aujourd'hui. Elle est dans une position clé. Bon, donc à court terme, on peut partager tout ce que vous avez dit. À long terme, passer la crise, quel est le scénario de sortie ? Ce ne sera pas le scénario euro-asiatique de Poutine, ça c'est évident. Ce ne sera pas non plus le scénario Union européenne, ça me paraît aussi assez évident. Qui va donner les 35 milliards qui manquent à l'État ukrainien ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le droit international, et je partage totalement ce qui a été dit, sans aucune réserve. Mais la question qui est derrière, c'est pas une question de droit international, c'est une question d'équilibre économique dans la région. Comment vous voyez les choses ? Donc là, vous ouvrez tout à fait... Marie Mandras. Vous ouvrez une autre page de la discussion, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, absolument. On imagine qu'il n'y a pas d'occupation militaire russe d'autres provinces ukrainiennes, et que le gouvernement ukrainien actuellement en place reste en place, et petit à petit puisse rétablir des relations avec des interlocuteurs à Moscou. Et j'aimerais dire que quand... on parle de la Russie est imperméable, la Russie... Il faudrait de plus en plus, malheureusement, dire Vladimir Poutine et son entourage. Vraiment. Parce que moi, je suis, jour après jour, les réseaux sociaux russes, les sondages russes, ce que disent mes amis, collègues russes, même des experts officieux du Kremlin. Je suis également les réactions dans les provinces voisines de Russie. Et je vois bien que
le discours et l'action va-t-en-guerre du président russe inquiète beaucoup de Russes et pas seulement des Ukrainiens. Donc déjà, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que une fois la crise passée, n'imaginez pas que 140 millions d'habitants de la Fédération de Russie seront contents de la crise qu'a entretenu Vladimir Poutine. Et il faut pas, cet homme n'est plus vraiment soutenu activement que par à peu près un tiers de sa population. Ça, on le voit très bien à chaque fois qu'on pose des questions. Donc, je pense que si on arrive à imaginer une situation apaisée, il est tout à fait possible, avec l'aide conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, une politique de reconquête territoriale. Il a plutôt fait une politique de nuisance pour s'assurer que les pays voisins, anciennement républiques de l'URSS, et qui sont aussi nos voisins, comme la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie, restent des républiques à souveraineté faible ou souveraineté limitée. Que ce soit des pays... Ça veut dire quoi, une souveraineté faible, souveraineté limitée? Écoutez, la Géorgie 2008, ça vous rappelle quelque chose? Oui, bien sûr, mais bon, quand on provoque, les Géorgiens, on pousse Saakashvili à la faute. Et là, ils ont essayé de pousser Yanukovych à la faute. Ils l'ont poussé au crime, donc il est tombé. Et ils essayent de pousser le nouveau gouvernement ukrainien à la faute. Et heureusement, ils n'y réussissent pas. Parce que ce sont des gens très bien qui ont assuré le mouvement de Maïdan pendant 3 mois et qui ont pris sans le une gouvernement. Vitrine cassée, si on peut dire. Ils sont absolument extraordinaires. Moi, j'y étais en décembre et je dis c'est extraordinaire, cette capacité à gagner politiquement contre un petit dictateur corrompu avec une non-violence parfaite. Et là, toutes les provocations russes, vous vous rendez compte, ces milliers d'hommes surarmés que les Russes ont envoyés sans aucun insigne, ni matricule, ni rien, en disant on ne sait pas si c'est nous, qui ont pris des bâtiments officiels en Crimée, ont déposé un soi-disant Premier ministre criméen et ont le remplacé par un autre soi-disant Premier ministre criméen qui vient de Russie, qui a un passeport russe. Et ensuite, on a tous les médias du monde qui disent « Ah, mais le pouvoir criméen n'aime pas la Russie ». Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir criméen? Donc, on est là déjà dans un cas, si vous voulez, de perturbation de la vie interne de ces États. On a vu en Géorgie que ça a été jusqu'à la déclaration d'indépendance unilatérale de 2 provinces de Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui, de facto, vivent de la Russie. La Russie paye absolument tout. Donc la position, c'est ça que j'appelle la souveraineté faible ou la souveraineté limitée, et surtout que ces sociétés ne se démocratisent pas, ne se rapproche pas plus de l'Europe pour, au fond, tout simplement que le régime Poutine garde son rempart, sa protection contre la démocratie. Isabelle Facon. Oui, alors c'est vrai que l'Ukraine constitue un cas à part, mais c'est vrai que d'une façon générale, longtemps, le terme que la Russie a employé pour désigner l'ancien espace soviétique, c'était l'étranger proche, ce qui en soi traduisait une différence de traitement par rapport à la politique étrangère russe. Il y avait cet étranger-là tout particulier, où la Russie, il faut le reconnaître, a des intérêts qui sont issus de l'URSS. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun intérêt russe en Ukraine. Et je pense qu'une des erreurs peut-être en termes de grand contexte qu'on pourrait souligner, c'est que parfois, dans certaines capitales européennes ou sous certaines administrations américaines, il a été considéré un peu tabou de reconnaître ces intérêts russes, et ça a pu conduire à des politiques qui n'ont rien arrangé dans l'effort que la Russie aurait pu ou dû faire pour essayer d'aborder les relations avec ces États sous un autre angle. Alors c'est vrai que l'Ukraine occupe une part différente, hein, évidemment, dans cette politique russe à cause de l'histoire, mais encore une fois, on n'y revient pas, c'est très connu. Et je pense que la Russie avait pour intention de faire entrer l'Ukraine dans son union douanière qui, pour l'instant, regroupe la Biélorussie, le Kazakhstan et depuis peu l'Arménie. Enfin, c'est un processus qui est en cours parce que l'Ukraine, c'est quand même économiquement et symboliquement un très gros morceau. Et c'est ça que remettait en question le mouvement Euromaïdan. Du moins, originellement, c'était le principal objectif des manifestants. La région industrielle de l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle la région pro-russe, la région russophone.
russophones. Oui, enfin, il faudra regarder après dans le détail, mais quand même, en gros, c'est vrai que économiquement, la région la plus tournée vers la Russie, c'est cette région-là. Donc, la Russie reste quand même le premier partenaire commercial de l'Ukraine. Ça doit être à peu près 30% de son commerce. Donc, il y a des intérêts réels. Et la Russie a considéré que le nouveau pouvoir ukrainien représente un danger et a considéré que les Européens, en ne réagissant pas, par exemple, sur la présence du parti Svoboda dans le nouveau gouvernement, en ne réagissant pas à certaines, justement au fait que les premières autorités par intérim aient décidé d'abroger la loi, même s'ils sont revenus dessus depuis, la loi sur le statut des langues minoritaires, etc. Vu de Moscou, et là encore, on est probablement en grande partie dans la surinterprétation, vu de Moscou, ça signifie que l'Europe veut absolument couper le morceau ukrainien de la Russie. Et je pense que tout ce qu'on a vu ce week-end vise à montrer que de toute façon, les destins de l'Ukraine et de la Russie sont liés et qu'on ne pourra pas avoir une solution en Ukraine sans le rôle de la Russie. Ils ont des clichés qui veulent dire quelque chose, mais ne dit-on pas à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, le berceau de la Russie. Donc il faut bien que ça recoupe peut-être une certaine réalité. Dernière petite question. Lors de l'émission que nous faisions à Kiev mercredi, certains nous ont dit, écoutez, arrêtez de vous exciter avec cette idée qu'il y aurait une guerre civile. Ça fait quand même bien longtemps que russophones et ukrainiens pro-occidentaux, on va le dire comme ça pour aller vite, cohabitent après tout et font ménage ensemble. Pourquoi se battraient-ils aujourd'hui? Vous partagez cet optimisme, Marie-Mandras? Mais c'est pas de l'optimisme. Fact are facts, oui, c'est la réalité. Ce sont les réalités sociales, culturelles, politiques de ce pays. Il n'y a pas une moitié de l'Ukraine qui serait totalement ukrainienne, qui parlerait plus russe et qui regarderait que vers Bruxelles, et puis une autre moitié qui serait totalement russe, totalement russophone et qui rêverait d'être gérée par Moscou. Donc je crois qu'il faut... Alors, bien entendu, ça c'est la propagande. C'est la propagande. Elle est au cœur de l'actualité. Qu'est-ce qui fait justement que cette question de la Crimée semble... Elle avait été notamment étudiée par Pieraski il n'y a pas si longtemps sur Rue 89, disant c'est bien joli Maïdan, mais le vrai problème sera la Crimée, Marie-Mandras. La Crimée est un statut très particulier et depuis toujours dans l'histoire de l'Empire russe et avant de l'Empire ottoman, puisqu'elle était rattachée à l'Empire ottoman avant Catherine II. Je pense qu'on ne va pas passer beaucoup de temps ce matin à discuter. C'est bien de faire ces rappels. Oui, bien sûr. C'est important. Je crois qu'il faut surtout dire, pour revenir à la question politique, droit international et sécurité, que la Crimée est une république autonome au sein de l'Ukraine, ce qui est un peu bizarre puisque l'État ukrainien est un État unitaire, mais c'est ce qui a permis au fond le maintien d'un statut qui convenait finalement plus ou moins à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait la Crimée est déjà gérée par un pouvoir qui dépend de Moscou. Déjà. À aucun moment, le nouveau gouvernement ukrainien n'a remis en question le bail qui a été accordé en 2010, c'est-à-dire le renouvellement du bail jusqu'en 2042 de la base navale de Sébastopol. Et les Russes ont également d'autres bases militaires en Crimée. On sait aussi maintenant que Yanukovych a obtenu ce bail pour pas mal d'argent à la clé, dont on sait que maintenant une bonne partie a été mise dans sa propre poche. Et j'imagine, en tout cas à l'époque, pour ne pas froisser le pouvoir russe. Donc, si vous voulez, la population russophone qui vit en Crimée, qui n'est pas la totalité. On a aussi cette minorité dont vous avez déjà parlé à l'antenne, je crois, les Tatars de Crimée, qui sont de confession musulmane et qui, eux, en fait, sont vraiment chez eux. Hein. C'est la terre d'origine. Mais qui sont très peu. Ils sont très peu. Vous savez, c'est toujours... ils sont 12 à 15%. Ils ont été victimes des déportations staliniennes. Ils comptent dans cette région qui est très multiethnique. Comme la partie voisine de Russie, ce sont des provinces multiethniques. Hein. Il ne faut pas croire que tout ça... La Russie ethnique, ça ne veut pas dire grand-chose au jour d'aujourd'hui. Donc, mon propos est de dire que tout se passait bien en Crimée. Il n'y avait absolument aucune raison de mettre de l'huile sur le feu et que, comme l'a très bien dit Isabelle Facon, c'était juste une façon de prendre une revanche contre le pouvoir. Je voudrais ajouter 2 points très importants suite à ce qu'a dit Isabelle. D'une part, qui sont ces gens qu'on dit russes ? Ceux dont on dit qu'ils sont citoyens russes, c'est que les autorités russes leur ont distribué des passeports alors qu'ils ont déjà des passeports ukrainiens, ce qui est une violation du droit international. Deuxièmement, donc la constitution russe, on lui fait dire tout ce qu'on veut, mais elle est bien au-dessus
des dispositions internationales, puisqu'il y a le fameux mémorandum de Budapest, signé par les États-Unis, par l'Ukraine, par la Russie, et qui disait qu'en échange du dépôt des armes nucléaires basées en territoire ukrainien, de ce transfert sur le territoire de la Russie de Boris Yeltsin, eh bien, la Russie s'engageait à respecter l'intégrité territoriale et l'unité de l'Ukraine. Donc, d'où les mots et les réactions de Washington disant qu'effectivement Vladimir Poutine viole d'autant plus que Poutine de avait pris la peine, il y a à peu près une semaine, de bien dire à Barack Obama qu'il respecterait cette intégrité territoriale et le mémorandum de Budapest. Isabelle Facon, si on fait un zoom arrière, qu'on s'éloigne de la planète et qu'on regarde ce point de Crimée, qu'est-ce qui fait qu'il est géostratégiquement si important et diplomatiquement pour tout de même la Russie? Alors, la flotte de la mer Noire, historiquement, même si on a bien dit qu'il ne fallait pas forcément remonter trop loin dans l'histoire pour tout expliquer, ici en infrastructure, mais c'est vrai que pour la Russie, c'est depuis le XVIIIe siècle extrêmement important puisque c'est l'accès aux mers chaudes. Et on a vu à quel point cet accès est important ces derniers temps avec le dossier syrien. On a vu la flotte de la mer Noire précisément être assez fréquemment représentée dans la Méditerranée à mesure que le président Poutine voulait montrer la présence de la Russie dans le contexte du dossier syrien. Il y a eu de la démonstration de force et en grande partie, les forces présentes dans la Méditerranée dans cette perspective, c'est les bâtiments de la flotte de la mer Noire. Alors, c'est vrai que la Russie a d'autres bases, et notamment Novorossiysk, mais 70% pour l'instant de la flotte de la mer Noire russe, c'est la Crimée. Donc, il y a cet élément extrêmement important. Il faut quand même noter que les trois précédents présidents d'Ukraine ont appelé à revenir justement sur le bail, sur le renouvellement de l'accord de 2010, de même que M. Klitschko, qui est un des principaux représentants de l'opposition qui a mené le mouvement Euromaïdan. Et donc, je pense que la Russie a pu craindre que cet accord soit remis en question par des autorités nouvelles autorités ukrainiennes qui prennent un cours pro-européen. Mais ils ont été pourtant rassurés sur le fait que ça n'était pas le cas. Ça n'était pas l'intention nécessairement. Je ne pense pas que les Russes soient facilement rassurables sur ce sujet-là. Oui. C'est toute la question. L'idée, c'est pas de justifier la politique de Poutine. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelles peuvent être ses perceptions et éventuellement ses fantasmes. Et ça peut être très difficile de lui faire changer de position. Et je pense que Poutine est persuadé je pense que Poutine est persuadé qu'on veut revenir sur cet accord de 2010. Mais faut-il et peut-on parler sérieusement, entre guillemets, mais sans doute, de fantasmes, si l'on parle justement alors de Vladimir Poutine, sur la question d'un empire? Et est-ce que cette question-là, politique aujourd'hui, qui se pose avec l'Ukraine, elle rejoint tout de même l'idée d'un grand empire russo-oriental que voudrait maintenir Poutine, Marie Mandras? Alors ce n'est pas la lecture que je fais. Non mais je vous pose la question. Oui, non mais c'est comme on en entend beaucoup parler, parce que tout simplement, si on observe la politique de Poutine depuis 15 ans, il n'a pas fait de russe, mais nous avons tous les éléments pour la contrer. Mais surtout, il faut absolument dénoncer les violations du droit international par le président russe. Nous revenons sur toutes ces questions avec vous en deuxième partie. Marie Mandras, Isabelle Facon, deuxième partie qui sera introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, la question que j'aimerais poser, c'est Poutine, en renversant la table, on vient de voir, et en reproduisant des comportements de guerre froide, ne risque-t-il pas d'inquiéter ses voisins européens, nous par exemple, et de desservir ainsi les intérêts à long terme de la Russie? Voilà, réponse. Tout de suite, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. En Europe, où on préfère la paix, on ne cesse de répéter que la guerre froide est terminée depuis la fin de l'Union soviétique. Mais voilà, pour faire la paix, il nécessite également des deux côtés, alors que ce n'est pas le cas de la guerre, une seule partie la désirant suffit. Vladimir Poutine n'a jamais caché le fond de sa pensée. Pour cet ancien colonel du KGB, l'éclatement de l'Union soviétique en nation souveraine a été, je cite, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il y a chez Poutine un désir de revanche sur l'histoire des années 1980, le nationalisme pan-russe ayant remplacé la mythologie communiste bolchevique, mais l'appétit de domination, la vocation impériale n'ont certes pas disparu. Le président inamovible de la Fédération de Russie considère ainsi l'Ukraine comme un satellite. C'est pourquoi il ne tolère pas que ce pays théoriquement souverain
entretiennent des relations privilégiées avec notre Union européenne. Ces négociations, entamées dès l'indépendance, ont été rompues sur pression russe par le président déchu Yanukovych il y a quelques semaines. C'était l'origine de la révolution de la place Maïdan. Alors, les partisans de la Russie sont très bruyants sur les réseaux sociaux. Ils se recrutent paradoxalement chez les souverainistes de droite. On peut trouver paradoxal que des gens qui ne cessent de dénoncer les abandons de souveraineté des États européens au profit de Bruxelles se réjouissent de voir violer l'intégrité territoriale d'une nation souveraine, mais passons. Ils vont répétant « La Russie considère l'Ukraine comme le berceau de sa propre histoire, elle ne saurait donc abandonner cette petite sœur ». On se souvient que le même argumentaire a déjà servi dans un passé récent. Le Kosovo aussi était le berceau du peuple serbe. Quant à la Bosnie-Herzégovine, la guerre effroyable qui a mené Milošević dans la première moitié des années 90 a été présentée comme une défense des minorités serbes menacées. La même histoire nous est racontée par Vladimir Poutine en Ukraine. Les russophones seraient menacés par le pouvoir issu de la révolution. Mensonge. Quant à la Crimée, actuellement envahie par des troupes russes, c'est parce qu'elle a été conquise par Catherine II qu'elle a fait l'objet d'une guerre en 1856, comme contre la France et l'Angleterre qui voulaient empêcher la Russie de profiter du déclin ottoman pour s'emparer des détroits des Dardanelles et du Bosphore, et qu'elle donne depuis à la Russie l'accès aux mers chaudes, qu'il faut la défendre à tout prix. Mais le nouveau pouvoir à Kiev n'a jamais remis en cause le traité signé en 2010 qui prolonge de 32 ans le précédent et concède à la flotte militaire russe la base navale de Sébastopol jusqu'en 2042. Par le traité de 1994, on ne s'en souvient guère, la Russie garantissait les frontières de l'Ukraine qui de son côté renonçait aux armes nucléaires entreposées en très grand nombre sur son territoire. Il faut se souvenir qu'alors, lorsque le référendum sur l'indépendance a été voté par 90% des électeurs ukrainiens en 1991, l'Ukraine avait hérité de l'ex-URSS 176 missiles intercontinentaux armés de 1240 têtes nucléaires et de 41 bombardiers stratégiques auxquels elle a renoncé après de longues hésitations. Ce traité a été co-signé par les États-Unis et la Grande-Bretagne qui se sont donc portés garants de l'inviolabilité des frontières ukrainiennes. Or, l'Ukraine est l'objet d'une violation caractérisée de son intégrité territoriale depuis ce week-end. L'opération de Crimée, qui risque d'en annoncer d'autres dans l'est d'un État souverain, est l'exacte réplique de la guerre avec la Géorgie de l'été 2008. Celle-ci s'est traduite par l'annexion pure et simple de deux régions essentielles du pays, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. La punition de Moscou envers ceux qui cherchent à lui échapper est toujours la même, l'amputation territoriale. Mais il y a là une différence de taille. La Géorgie est une toute petite nation de moins de 5 millions d'habitants. L'Ukraine est plus grande que la France et on compte 46 millions. Certes, sur le plan militaire, la disproportion des forces est écrasante. La Russie a reconstitué une armée puissante et bien équipée de 850 000 hommes. C'est d'ailleurs la grande leçon que nous autres Européens devrons tirer de cette affaire. Nous avons eu bien tort de baisser la garde. Dans les années qui viennent, les crédits militaires de nos pays devront cesser de tendre vers l'infime et le ridicule. Les États-Unis, de leur côté, considèrent que les Européens qui ont mené le jeu depuis le début de la crise en Ukraine ont échoué. Et Obama va essayer de reprendre la main face à ce qui apparaît comme le plus grand défi international de sa présidence. Mais que pourra-t-il opposer à la cynique détermination de Vladimir Poutine ? Les pays baltes et la Pologne annoncent qu'ils se sentent déjà menacés et s'apprêtent à demander des garanties militaires sur leur sol aux Américains. Bien des voix au Congrès de Washington exigent déjà l'exclusion de la Russie du G8. En tapant trop fort et trop tôt sur la table, Poutine n'a-t-il pas desservi les intérêts à long terme de la Russie ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réactions, commentaires, désaccords, addendum. Marie Mandras, Isabelle Facon. Un accord total, mais peut-être juste prolongé. Oui, Barack Obama a été le premier à appeler un chat, juste à la veille du week-end, mais d'autres chefs d'État et de gouvernement ont suivi et ont dit à peu près la même chose. Et la chancelière allemande, Madame Merkel, hier soir, a quand même obtenu de Vladimir Poutine qu'il reconnaisse au fond un dialogue politique. Qu'il est en train de reculer déjà. Et je crois que ça, c'est très important. Donc, je dirais que non, les Américains ne pensent pas que les Européens ne font pas ce qu'ils ont à faire. Je crois